va faire 2 classes aujourd'hui. La classe étudiant qui n'apportera rien de nouveau, pouvoir s'inspirer de ce qu'on a fait pour la classe fraction. La classe étudiant, je vais vous laisser la faire en autonomie. Et on va faire une deuxième classe groupe. On mettra tout ça dans un seul fichier .h et un seul fichier .cpp. Dans la classe groupe, on va voir des choses nouvelles. Le constructeur avec un seul paramètre, un constructeur par défaut, pas de souci, on a déjà vu. On va voir le constructeur par copie, ce qui permet de faire comme ce qu'on a fait constructeur par copie, ce qui permet par exemple ici de copier un objet ici d'une classe vecteur général dans un nouvel objet. Alors pourquoi c'est important de pouvoir faire un constructeur par copie? C'est parce que dans la classe qui va nous occuper, on va avoir des pointeurs. Alors, des pointeurs, ça c'est aussi nouveau pour aujourd'hui. Dans notre classe groupe, on va avoir comme attribut non seulement un entier, comme on a déjà vu, mais un pointeur vers un tableau dynamique, ici, d'étudiants. Donc, nos étudiants, c'est une classe où on va avoir 2 attributs, le nom et la note de l'étudiant. Comme on a des pointeurs, on ne peut pas simplement mettre égal. Non seulement on va devoir déclarer un constructeur par copie qui va nous dire comment on recopie un groupe existant dans un nouveau, c'est-à-dire on va devoir non seulement recopier les attributs simples, mais en ce qui concerne les tableaux dynamiques, ici notre vecteur général, il a aussi 2 attributs, un entier et un pointeur vers un tableau dynamique de double. Eh bien, notre tableau dynamique, il faut réserver le nombre d'éléments, le nombre de cases qu'il a, et recopier une à une toutes les cases. Si je mettais simplement un égal, on recopierait simplement l'adresse du tableau et donc on n'aurait pas 2 éléments distincts. On aurait exactement le même tableau pour les 2 objets. Donc on doit absolument faire un constructeur par copie qui recopie dans une nouvelle adresse toutes les cases de notre tableau si on veut avoir 2 objets distincts. Donc, le constructeur par copie et l'opérateur égal. Même chose, l'opérateur égal, on l'a utilisé pour la classe fraction dans le TD précédent, sans réfléchir au fait qu'on l'avait absolument pas programmé. Il est programmé pour nous par défaut, mais si par exemple ici dans notre classe vecteur général où on avait notre entier et un tableau dynamique d'éléments de notre vecteur, quand je mets avec 2 objets, quand je mets le égal, en fait, ça revient à dire que chacun des attributs de ma classe sont égaux entre eux. Mais quand un de mes attributs est un pointeur, ça va égaler les adresses. Donc après, dès que je fais une opération sur l'un des 2 de mes objets, ça va avoir des répercussions identiques sur l'autre. C'est pas ce qu'on veut. Quand on veut avoir 2 objets distincts, on veut pouvoir faire des actions sur l'un ou sur l'autre sans que les 2 soient affectés systématiquement. Dès qu'on a des pointeurs dans les attributs d'une classe, il va falloir qu'on reprogramme l'opérateur égal. Ici, reprogramme l'opérateur égal. Donc, je vais mettre en paramètre le vecteur général, donc l'objet qui est à droite du égal, et je vais recopier morceau par morceau. On voit apparaître là-dedans une nouvelle notion qui est le 10. 10, c'est l'adresse de l'objet dans lequel je suis. Première chose avant de tout recopier, je vérifie si l'adresse de ce qui est à droite du égal n'est pas égale à l'adresse de l'objet dans lequel je suis. Parce que si le membre de droite et le membre de gauche sont identiques, ça sert à rien que je fasse plus. En plus, la première chose que je vais devoir faire, c'est libérer l'espace mémoire de mon pointeur. Avant de faire des bêtises, je regarde si par hasard, j'ai pas 2 fois la même chose de part et d'autre de mon égal. Si c'est le cas, je renvoie le contenu, puisque 10, c'est l'adresse, c'est un pointeur vers l'adresse de l'objet dans lequel on est. Le égal, il va renvoyer la référence vers un objet de la classe. Ici, c'est étoile 10, parce que comme pour tous les autres pointeurs, le étoile va récupérer ce qui est stocké dans cette adresse. Il y a beaucoup de notions liées à cette surcharge d'opérateurs. Une fois qu'on a fait ça et qu'on sait qu'à droite, il n'y a pas la même chose qu'à gauche, que j'ai pas mis 2 fois le même objet, je veux recopier ce qui est à droite dans l'objet dans lequel je suis. Pour ça, si j'ai un vecteur dynamique, il a été réservé avec un certain nombre d'éléments. Donc, s'il a été réservé, à ce moment-là, il n'est pas nul, eh bien, je vais libérer l'espace mémoire pour pouvoir le réserver avec le nombre de cases que je veux. Quand on libère la mémoire, on a déjà vu juste le delete tout seul.
Quand il s'agit d'un tableau dynamique, avec plusieurs cases, on met delete avec les crochets ouverts, fermés, sans rien à l'intérieur, sans espace. Ça libère tout l'espace mémoire. Ensuite, je réserve l'espace mémoire nécessaire à, alors ça s'est fait dans le mauvais ordre d'ailleurs, la première chose que je dois faire, c'est recopier ici le nombre de cases qu'il y avait à droite dans l'attribut n, qui est le nombre de cases de l'objet dans lequel je suis, et ensuite réserver le nombre de cases correspondant. Après cela, il ne reste qu'à faire la boucle qui permet de recopier dans chaque case de mon tableau dynamique de double celles qui sont dans le tableau dynamique de double de l'objet du membre de droite. Et à la fin, on renvoie l'objet qu'on a fabriqué. Alors, l'intérêt de renvoyer cet objet simplement, c'est parce que parfois, on pourrait programmer A égale B égale C. Ça permet de mettre plusieurs signes égaux à la suite l'un de l'autre. Donc ça, on va devoir le programmer pour notre groupe. On va avoir plusieurs groupes à recopier. On nous demande de créer un opérateur crochet qui va nous permettre de renvoyer le IM étudiant du tableau dynamique d'étudiants qu'on va fabriquer. Une méthode qui nous permettra de récupérer le nombre entier. Ce type de méthodes, elles sont intéressantes parce que les attributs sont privés. Donc, si on veut avoir accès à l'information, il faut créer une méthode publique qui permet d'obtenir l'information. Et donc, on va fabriquer un destructeur. Alors, pour les fractions, on n'avait pas fait de destructeur. Il est par défaut, on n'est pas obligé de le programmer tant que la classe n'a pas de pointeur de tableau dynamique comme attribut. Dès qu'il y a des tableaux dynamiques, il faut créer un destructeur. Le destructeur, de la même façon que le constructeur, il n'a pas de type. Donc, on met pas void devant, on met rien. Il ne renvoie rien. On l'écrit comme étant le tilde, le signe tilde, suivi du nom de la classe. Ici, on avait une classe vecteur. Et donc, dans notre cas, ça va être tilde groupe. Le destructeur ne prend pas de paramètres. À l'intérieur de la programmation du destructeur, on va faire tous les deletes qu'il faut pour relâcher l'espace mémoire qu'on a réservé dans les constructeurs. Voilà, donc c'est absolument indispensable si on veut que notre programme n'enfle pas chaque fois qu'on n'utilise plus un objet de la classe qu'on fabrique. On va devoir aussi programmer un destructeur pour faire le delete qui va correspondre au new qu'on aura fait pour fabriquer le tableau dynamique d'étudiant. Dans la classe étudiant, des attributs, le nom, la note, un constructeur sans paramètres qui va nous initialiser à un nom par défaut et une note par défaut, et de faire les opérateurs amis d'entrée et de sortie qui vont nous permettre de rentrer de l'information autre chose que du pont et 10 pour un étudiant. Donc ça, vous vous inspirez de la classe fraction qu'on a fait la dernière fois. On nous demande dans l'énoncé de faire deux classes, une classe étudiant. N'hésitez pas à m'interrompre. Dans la classe étudiant, c'est comme dans la classe fraction. Donc, de toute façon, on met les attributs en privé. On a une note de type double, voilà, et le nom de type string. Ça n'a aucune importance l'ordre dans lequel vous le mettez. Je vais rajouter le include string et le using namespace std, puisque j'ai une string. On nous dit aussi de faire un constructeur. Alors le constructeur, il a toujours comme nom exactement la même orthographe que la classe. Et le constructeur, il doit être par défaut, donc sans paramètres. Et dans le CPP, on initialisera nom et note comme on nous le dit. On nous dit aussi de rajouter les opérateurs d'entrée et de sortie pour pouvoir écrire et rentrer nos étudiants. Donc, friend au stream opérateur, là c'est l'opérateur de sortie, ça prend un au stream, voilà, flux, et comme on va pas modifier notre étudiant si on l'écrit, on peut mettre const étudiant. On peut même le passer par référence. Voilà, je suis pas obligée de lui donner un nom ici, mais je vais l'appeler étudiant. Voilà. Même chose pour pouvoir saisir l'information et rentrer les attributs d'un nouvel étudiant. Là, comme on veut modifier les attributs, on ne va pas le mettre constant.
Donc ça, c'est les seules choses qu'on nous demande pour la classe étudiant. Donc on va directement aller programmer ça dans étudiant.cpp. Donc dans étudiant.cpp, on nous demande de programmer ceci, étudiant.cpp. Comme le constructeur est une méthode de la classe étudiant, je n'oublie pas de rajouter étudiant deux points devant. Pour pouvoir le faire, il faut que je fasse un include aussi de mon étudiant.h. Dans le constructeur, je dois donner les valeurs par défaut aux deux attributs. Donc ici, on me dit que le nom doit être initialisé à Dupont et la note doit être initialisée à 10. Il nous reste ensuite à programmer les deux opérateurs de flux. Je n'oublie pas aussi de mettre le include IOStream dans le point H. Donc, je vais les recopier et les mettre dans le point CPP. Ici, on enlève le friend qui sert juste à déclarer que les classes eStream et OStream, que ces opérateurs ont accès aux membres privés, aux attributs privés de ma classe étudiant. Donc ça, c'est juste dans la déclaration qu'il faut le mettre. Quand on va vouloir écrire, afficher au terminal un étudiant, on va envoyer vers le flux étudiant.nom. On emploie le point pour récupérer les attributs et par exemple a obtenu une note de étudiant. Ici mon étudiant il s'appelle e.note. Voilà. Et je renvoie le flux puisque mon opérateur renvoie un flux de sortie. Même chose pour l'opérateur d'entrée. Je vais recopier ça et je vais récupérer les deux informations l'une après l'autre. On va demander à l'utilisateur de rentrer le nom et la note séparés d'un espace ou d'un retour à la ligne. On nous demande de faire une classe groupe qui a comme attribut un entier le nombre d'étudiants qu'il y a dans le groupe et un tableau dynamique d'étudiants. Donc, un tableau dynamique d'un type d'objet, c'est un type étoile de cet objet. Ici, on veut un tableau dynamique d'étudiants, ça va être étudiant étoile. Et je vais pouvoir faire ça avec n'importe quelle classe que je vais programmer. Donc, étudiant, je l'appelle étudiant au pluriel en minuscule. Étudiant va pointer vers un tableau d'objets de type étudiant avec une majuscule. Dans la déclaration, je ne réserve pas encore l'espace parce que je ne connais pas n. Donc, ce sont dans les constructeurs qu'on va initialiser à la fois le nombre d'étudiants et qu'on va réserver l'espace mémoire qui va correspondre à ce nombre d'étudiants. Les fonctions membres ou méthodes, de nouveau, elles doivent être déclarées publiques. Il faut d'office faire un constructeur, un constructeur sans paramètres. Voilà. Donc le constructeur sans paramètres, les parenthèses sont vides. Un constructeur qui prend un paramètre entier m qui va initialiser le nombre d'étudiants à m et un constructeur par copie, donc par copie, c'est-à-dire qui prend en paramètre un autre groupe. Si je vais le recopier, je peux dire qu'il est constant, c'est pas obligatoire. Je suis bien obligée de le passer par référence ici parce que comme je n'ai pas encore défini comment on copiait un groupe, eh bien, je peux pas le copier. Donc, si je le passais pas par référence, ça impliquerait de copier l'objet de type groupe qui est dans les parenthèses dans un nouvel objet de type groupe. Donc, comme c'est exactement ce que je vais programmer, je ne peux pas encore l'utiliser. Donc là, je suis obligée de le passer par référence, donc de juste donner son adresse. L'opérateur égal va nous renvoyer un groupe. On peut même le faire passer par référence aussi. On n'a aucune raison de modifier ce qui est à droite. Si je veux recopier un objet G de type groupe dans un nouvel objet, l'objet dans lequel je suis, ça va s'écrire comme ça. Je ne suis pas obligée de faire le passage par référence. Je ne suis pas obligée non plus de mettre le const, c'est juste une protection. On nous demande ça. On nous demande aussi de faire un opérateur crochet qui va prendre en paramètre le numéro d'étudiant qu'on veut récupérer. Une méthode nombre qui renvoie un entier, donc int nombre, qui va juste renvoyer n. Le destructeur qui s'identifie par le fait qu'il y a un tilde devant exactement le nom de la classe. Maintenant, il va falloir qu'on programme tout ça dans le point CPP. Donc, je vais recopier tout mon point H dans le point CPP et je vais mettre devant chacune de mes fonctions ici groupe de points et sinon elle s'orthographie exactement pareil. Donc faut bien faire attention à le mettre devant le nom de la fonction et pas devant ce qu'elle renvoie. Donc là je
prépare mes petites fonctions, n égale 0 et étudiant égale nul. Ici, il ne faut jamais redéclarer n ou étudiant. Ils sont déclarés dans le point H, dans la déclaration de la classe. Il ne faut jamais, jamais redéclarer des variables de ce type-là. Si on remet des nouvelles variables n ou étudiant ici, il ne va pas initialiser celles qu'on veut, qui sont celles de la classe. Le constructeur qui prend un paramètre n, on dit qu'on veut initialiser n à m, c'est-à-dire qu'on dit n égale m. Et ici, comme maintenant on connaît le nombre de cases de notre groupe d'étudiants, on va pouvoir réserver l'espace nécessaire, c'est-à-dire n cases ou m cases, vu que les deux sont égales, ça n'a pas d'importance. Comme on avait fait avec des doubles ou avec des int ou avec des strings, on réserve le nombre de cases correspondant à des objets de type étudiant en faisant new étudiant et entre crochets le nombre de cases. Donc chaque fois que je vais inventer un nouveau type qui va correspondre à ce que j'ai envie de programmer, je vais pouvoir faire ça. Je vais pouvoir faire des tableaux dynamiques dont je vais pouvoir réserver la mémoire nécessaire quand je veux. Donc, je vais faire ici, donc étudiant va pointer vers la case numéro 0 de ce tableau dynamique. Étudiant va contenir une adresse, l'adresse du premier bit de ce tableau dynamique, donc le premier bit du premier étudiant de la case 0, donc du tableau. Le constructeur par copie va recopier chaque info qui est dans l'objet qui est passé entre parenthèses. On va d'abord dire que n, notre variable, est égal à g.n. Donc on recopie le nombre de cases. Ensuite, je vais devoir réserver pour étudiant le nombre de cases n qui va bien. Alors, comme c'est le constructeur, on sait qu'il n'a pas été réservé avant, donc il suffit de faire ça. Je ne dois pas vérifier si le pointeur est nul. On sait que cette mémoire n'a pas encore été réservée. Et ensuite, recopier chaque case. Pour recopier chaque case, on fait une boucle for. Bien vu. Alors, les noms et les notes. Donc ici, on doit aussi faire une boucle. I, donc plus petit que n, I++, il manque le F, voilà. Et dans cette boucle for, on va remplir chaque case de notre tableau. Donc, on va faire un CO, par exemple, entrée, nom et note de l'étudiant I, et faire un CIN de étudiant crochet I. Donc, on a programmé comment rentrer un étudiant dans la classe étudiant. Donc là, il n'y a pas de souci, puisque le tableau dynamique est un tableau dynamique d'étudiants. Étudiant crochet I fait directement référence au IM étudiant. Quand on doit simplement le recopier, je vais continuer ma petite boucle là. Et on va recopier dans étudiant crochet I est égal à la IM case de mon tableau d'étudiants dans mon tableau G, dans mon tableau dans lequel je suis. Et je peux faire ce égal sans avoir programmé l'opérateur égal parce qu'il n'y a pas de pointeur. En fait, c'est fourni automatiquement par le compilateur. Dans étudiant, il n'y a pas de pointeur, il y a juste un double et une string. Le égal, il est déjà connu par défaut. Il va automatiquement recopier convenablement le nom dans le nom et la note dans la note. Ici, j'ai recopié toutes les cases de mon tableau. On doit programmer l'opérateur égal. Il va faire à peu près la même chose que le constructeur par copie. Je vais recopier ceci là. Et il va renvoyer notre objet dans lequel on est. L'objet dans lequel on est, il s'appelle aussi étoile 10, 10 qui veut dire ceci en anglais. Quelques petites modifications par rapport au constructeur par copie qu'on vient d'écrire. D'abord, il faut vérifier parce que l'objet il existe avant, que le pointeur existe, et s'il existe, commencer par l'effacer. Je vais faire ça. Donc, if étudiant n'est pas nul, je vais l'effacer. Donc, je mets delete étudiant. Donc là, je libère l'espace mémoire. Avant de faire une grosse bêtise et de libérer l'espace mémoire dont je pourrais avoir besoin, je vais commencer par vérifier si par hasard, j'ai pas mis deux fois la même chose de part et d'autre de mon égal. Je vérifie if 10, alors 10 c'est l'adresse de l'objet dans lequel je suis, est égal à l'adresse de l'objet que je passe dans les parenthèses. À ce moment-là, je ressors tout de suite et comme je dois renvoyer un objet de type groupe, eh bien, je renvoie l'objet de type groupe. L'objet de type groupe, c'est pas le pointeur. Donc, c'est étoile 10, c'est ce vers quoi pointe 10, donc c'est l'objet lui-même.
pas son adresse, et c'est bien ça que je dois renvoyer. Je suis obligée de faire ça comme ça et pas mettre étoile 10 égale G, parce que j'ai pas programmé le égal pour cette classe. Donc, il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment comparer des objets de type groupe. Si je l'avais programmé, j'aurais pu. Mais ici, je vérifie spécifiquement que les adresses sont égales, parce que ça, le C++ sait faire, peu importe que l'adresse derrière contienne un entier, un double ou un groupe ou un étudiant. Donc, je suis obligée de comparer les adresses. Si j'ai pas mis 2 fois le même objet de part et d'autre de mon signe égal, alors je vérifie si mon pointeur vers mon tableau d'étudiant existe déjà. S'il existe déjà, eh bien, je l'efface. Je réserve de nouveau de l'espace correspondant à mon nouveau nombre d'étudiants, qui est celui du groupe qui est à droite de mon signe égal. Et ensuite, je peux faire comme dans le constructeur par copie, recopier chaque case l'une après l'autre. Donc en fait, dans les classes que vous avez déjà utilisées comme string ou vecteur, tous ces opérateurs ont été programmés pour vous. Il ne nous reste, après avoir recopié cette fois-ci, qu'à renvoyer notre objet remodifié. Et notre objet, comme tout à l'heure, c'est étoile 10. Le 10, vous allez le rencontrer dans les classes assez fréquemment. L'opérateur crochet, qu'est-ce que doit faire l'opérateur crochet? Il doit renvoyer un étudiant et il doit renvoyer le IM étudiant. Voilà, il n'y a pas plus à faire que ça, puisque étudiant crochet I, eh bien, le IM étudiant dans le groupe. On doit programmer une fonction qui s'appelle nombre et qui renvoie n. Eh bien, on fait juste return n. Donc ces deux-là, elles sont relativement simples. On va programmer le destructeur, absolument nécessaire si vous avez un tableau dynamique, si vous avez des pointeurs. Si le pointeur n'est pas nul, si vous essayez d'effacer quelque chose qui n'a pas été réservé, comme par exemple si on avait utilisé le constructeur par défaut, ça plante le programme, donc on vérifie qu'il n'est pas nul. Eh bien, s'il n'est pas nul, on l'efface. Voilà, c'est la seule chose que fait le destructeur ici, c'est il libère toute la mémoire qui a été utilisée par l'objet. Je pense que c'est tout ce qu'il fallait faire pour nos deux classes. Donc dans le main, je vais bien sûr faire le include de étudiant.h et dans le main, je vais faire ma fonction affiche qui est void, je pense, affiche et qui prend un paramètre de type groupe. Et on doit l'utiliser pour afficher tous les étudiants. Donc on va faire une boucle for int i égale 0, i plus petit que g point nombre, pour faire appel à une fonction membre comme on l'a fait pour les attributs, on utilise le point. Alors je ne peux pas directement mettre g.n parce que n est un attribut privé. Par contre, je peux utiliser la fonction nombre qui, elle, est publique pour récupérer l'info. Nombre renvoie n, donc j'ai ce qu'il me faut. Pour tous les étudiants, je vais utiliser cette fois-ci la fonction g crochet i. G crochet i, c'est l'opérateur crochet que je viens de programmer ici. Voilà. Et ça me renvoie le IM étudiant. Et pour chaque étudiant, j'ai programmé l'opérateur de sortie qui me permet d'écrire un étudiant. Ici, je vais effectivement avoir un étudiant et ça va bien passer dans le CO. Donc, c'est très, très rapide. Une fois qu'on a la programmation des classes, c'est là qu'on va prendre le temps. Une fois que c'est fait, on a un programme main qui est très, très compact et qui a des attributs qui permettent de voir ce qu'on fait assez clairement. C'est là qu'est l'intérêt. Dans le main, on va nous demander de créer des objets de type groupe, donc un objet A de 3 étudiants. Je vais déclarer un objet de type groupe qui s'appelle A et je vais utiliser le constructeur à un paramètre avec comme paramètre 3 puisqu'on me dit que je vais devoir avoir 3 étudiants. Donc ici, ça va utiliser le constructeur de la ligne 22, là, avec 3 comme valeur. On affiche les informations concernant les étudiants de ce groupe. Je veux utiliser la fonction affiche. Affiche ne renvoie rien, je vais juste l'appeler. En paramètre, je lui donne l'objet A que je viens de créer et ça va faire la boucle et afficher tous les étudiants du groupe. On nous demande ensuite un nouveau groupe B qui utilise le constructeur par défaut. Je vais faire un nouveau groupe B. Le constructeur par défaut, je ne dois pas mettre les parenthèses. Je vais simplement l'appeler comme ça, comme quand on déclarait un entier ou un double. Ici, le constructeur par défaut, on ne met pas les parenthèses.
et on va copier A dans B en utilisant l'opérateur égal qu'on a programmé. Donc, je copie A dans B, donc je mets bien le A à droite et c'est lui qui va se retrouver dans les parenthèses. On veut afficher A et B, affiche A, affiche B. Pour bien vérifier qu'on n'a rien changé, je mets A, B, voilà. On crée un nouveau groupe C qui va utiliser le constructeur par copie et en donnant B par paramètre. Donc là, j'utilise le constructeur par copie et je mets en paramètre B en majuscule, bien sûr. Donc là, on aura utilisé les trois constructeurs et je vais afficher C avec la fonction affiche mon ABC. Ok, je vais recopier ça. Au moins, on voit qu'on n'a rien changé. Je vais essayer de le faire fonctionner. Donc, dans la fenêtre terminale, j'ai déclaré A avec 3 étudiants. Donc, il va me demander de rentrer le nom et la note des 3 étudiants. Azerty, il a 16, 19 et voilà, 2. Une fois que j'ai rentré mon étudiant A, il m'affiche ouais, il va réserver B, qui va recopier, ça semble pas poser de comma, et puis il va afficher A et afficher B. Donc il a d'abord affiché A, puis après la copie de A dans B, fiche A et B. Ensuite, j'ai créé C et j'ai réaffiché les 3. Et donc on voit qu'effectivement, il a recopié tout comme il faut. Il n'y a absolument rien de modifié dans A quand on a recopié son contenu dans B. Et même chose pour le constructeur par copie utilisé pour C. On a recopié sans modifier quoi que ce soit à A ou à B.